Et quand j'ai eu 3 ans, j'ai perdu mon papa. Donc je suis restée avec mes frères, ma soeur, ainsi que ma maman. Et ainsi, à l'âge de 13 ans, en classe de 4e par là, j'ai perdu ma maman ensuite. Donc quand j'ai perdu maman, on est resté... Mes frères, mes aînés étaient déjà grands. Donc on est resté avec la grande soeur à notre maman. Moi, qui suis la Benjamine, et puis ma grande soeur. Nous sommes restés 2 avec ma tante. Mais vraiment, c'était pas chose facile. Pour manger, c'était tout un problème. On n'avait pas accès à l'eau potable. On n'avait pas accès à l'électricité, même pour étudier. Vraiment, c'était devenu un vrai calvaire. L'atmosphère était invivable. À peine même si on avait la nourriture pour manger. Il fallait concilier les études et puis les petits commerces pour pouvoir avoir quelques piécettes pour pouvoir assurer son repas journalier. Donc c'était un peu difficile. Pendant ce temps, j'étais de la communauté céleste, christianiste céleste. Donc je partais à l'église, j'étais chantre. J'étais chantre à l'école du dimanche d'abord. Après, quand j'ai eu 11 ans, je suis passée de l'école du dimanche. Je commençais à être chante au temple, à l'église céleste. Donc j'avais le responsable des chantres de l'église, qui était un ami à moi. Vu ma situation, souvent ça arrivait que je vienne à l'église avec des bleus au visage. Souvent je viens à l'église avec même la soutane déchirée. Parce que souvent quand je veux venir à l'église, que je refuse de faire certains travaux, parce que je suis en retard, ma tante me bat. Donc ces conditions de vie-là même ont poussé ma grande soeur à quitter la maison, à aller vivre avec un jeune à Béargo. Donc je suis restée seule, je dormais dans la cuisine. Je suis restée seule les matins, je suis obligée de faire tous les travaux avant de sortir. Donc ce frère-là, le responsable des groupes chants de l'église, m'épaulait beaucoup. Lorsque souvent je viens, que je suis en pleurs, il me réconforte. Non, ne pleure pas, ça va aller, c'est juste le passage. Et puis il essaie de m'évangéliser un peu. Et puis ça va. Donc je me rappelle, 2 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, un jour, on devait répéter. Et puis à cause d'une forte pluie, on n'a pas pu répéter. Donc il m'a invité chez lui à la maison. Lorsqu'il m'a invité chez lui à la maison, nous sommes allés sur la dalle. Et il a placé tout un dispositif, la natte, tous les accessoires pour dire on va juste se reposer un peu en attendant qu'on fasse la répétition. Donc pendant ce temps, il y a ce qu'on appelle le cannabis. La drogue là, le cannabis. J'ai une manière de faire, il a roulé la drogue là sous forme de cigare. Il a roulé 2 cigares et puis il a déposé. J'ai dit, mais tiens, ça c'est quoi? Il m'a dit non, que le cannabis, ça n'a rien à voir avec la cigarette. Que le cannabis, c'est biblique. Le cannabis, c'est biblique, que c'est le Seigneur même qui a instauré ça. Jusqu'à il est revenu avec moi dans l'histoire du reggae. Que les Rastaman dans le temps utilisaient le cannabis pour pouvoir s'inspirer. Que les grands hommes de Dieu comme les Moïse, les Jacob fumaient le cannabis pour pouvoir utilisaient le cannabis pour que le Seigneur, genre, les gars fumaient le cannabis pour que Dieu ouvre leur entendement pour pouvoir entendre la voix du Seigneur. Que c'est parce que je vis un peu trop dans la réalité que je suis en train de souffrir. Que quand j'ai commencé à m'initier à fumer le cannabis là, voilà, j'ai commencé à m'évader, puis je vais plutôt sentir le monde que je vis actuellement. Alléluia. Bien aimé, pour ceux qui nous suivent, le cannabis est une plante qui pousse comme les autres plantes, mais c'est de la drogue. On n'utilise pas le cannabis pour pouvoir se promouvoir ou pour pouvoir réfléchir, non. Et le bien-aimé en question lui dit que Moïse et nos patriarches utilisaient cela pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir... Non, c'est de l'hérésie, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, quand on te dit le cannabis te permet de réfléchir, oublier tous tes soucis. Quand tu finis de fumer, tes problèmes demeurent. Tes problèmes demeurent. C'est un mensonge. Et c'est comme ça que le bien-aimé l'a eu au travers d'une râpe, c'est-à-dire du cannabis enroulé dans du papier.
Voilà, et elle a commencé à fumer. Et voilà que va commencer le déclic de sa vie. Donc j'ai commencé à fumer. En tout cas, à la première, comme on dit dans le jargon, la première taf, vraiment c'était pas ça. J'ai commencé à tousser, j'ai commencé à avoir la gorge irritée, ça n'allait pas du tout, du tout. Elle m'a dit au fur et à mesure, tu vas t'habituer. Mais bien aimé, je vous dis que quand j'ai commencé à fumer, quand j'ai terminé la première cigare de cannabis là, c'est comme si je me suis évadée comme il avait dit. J'avais oublié même là où j'étais. J'ai commencé à chanter à haute voix. Pour moi, c'était l'inspiration, c'était le Saint-Esprit qui était vraiment descendu en moi comme ça. C'est ça. Donc à chaque fois, même avant de prier, j'étais obligée de fumer. Waouh. Avant de partir chanter les dimanches, on était 4. On se met juste derrière, derrière le temple, là où il y a les cocotiers, là, vous savez, les églises célestes là. Les gars ont l'habitude de construire ça dans les endroits juste au bord de l'eau. Oui, on se met quelque part au bord de l'eau et puis voilà. On fume jusqu'à ce que nos yeux deviennent tout rouges. Wow. Avant d'aller chanter. Avant d'aller chanter, puis on s'en va chanter, on est sous l'onction d'après nous. Alléluia. On sent jusqu'à tremper même nos soutanes dessus. Alors que c'est la drogue qui vous permet d'avoir toutes ces émotions. Donc c'était la chair. Donc, au fur et à mesure, un jour il m'a dit, vu que tu souffres, apparemment tu souffres un peu toi à la maison, est-ce que tu peux faire quelque chose de rentable qui va te permettre d'avoir un peu d'argent? Parce que c'est pas tout le temps que je vais pêcher pour te donner. Il faut que toi-même tu apprennes à pêcher. Il mais comment dit, ok, tu vois le cannabis qu'elle a là, je vais servir ça dans des papiers. Dans le jargon des dealers, on appelle ça OP. J'ai servi ça dans les papiers avec quelques feuilles de OP. Et puis tu vas transporter ça, tu vas les vendre. Quand tu vas vendre, quand tu vas venir, on va partager ça à part égale. Pour une jeune fille de mon âge qui vivait dans des conditions précaires, je peux dire précaires même, on me propose une vie comme ça, genre de l'argent, je peux avoir au moins quelque chose pour m'acheter même ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Pour moi, c'était quelque chose, même si c'était mal, mais le seul fait que ça allait me procurer de l'argent, je ne pouvais pas refuser. Donc, j'ai accepté. Donc, c'est comme ça que je conciliais la vente de la drogue et puis les cours. Jusqu'à dans le monde de la drogue, j'ai commencé à me faire une nouvelle famille, puisque j'étais seule. Je me sentais seule. Et en ce moment, tu avais quel âge comme ça? J'avais 15 ans. 15 ans. 15 ans, 16 ans. D'accord. Donc, j'ai commencé à vendre la drogue, à vendre le cannabis. Jusqu'à quand ça commençait à être bizarre, j'ai quitté la maison, j'ai fugué. Je suis allée vivre dans un fumoir. C'est du fumoir que je vais à l'école. Je mets la drogue dans le sac. Par exemple, si j'ai cours de 7h à 10h, après 10h, je sors là. Je vais faire ma livraison. Il y avait des salons de coiffure qui prenaient avec moi. Il y avait des dames qui fabriquaient des pommades de cheveux qui prenaient avec moi. Il y avait des hommes, même des personnes que je connais, que je partais livrer chez eux à domicile. Donc pour pouvoir avoir de l'argent pour subvenir à mes besoins. Et puis suivre les cours à la fois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à vendre la drogue. Jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire, lorsque je tendais vers mes 17 ans, le jeune en question m'a confié, il a vu que, bon, dans le domaine, je faisais plus que mon travail même. C'est-à-dire, je faisais tellement bien mon travail que les gars, qu'ils ont voulu me donner, me mettre à un autre niveau de la drogue. Donc, il m'a confié à un monsieur que je vais taire le nom, qui a beaucoup de bars à Yopougon. D'accord. Donc, je suis allée le voir un soir dans son bureau. Et ce jour-là, j'avais 16 ans. C'était le lendemain de mon anniversaire de mes 16 ans. Ce jour-là, je suis allée le voir. On a fumé la drogue ensemble et on a couché ensemble. Lorsqu'on a fini, il m'a dit, j'aime bien ton travail. Mais est-ce que tu peux aller au-delà de ce que tu fais actuellement? J'ai dit, ouais, si ça me procure de l'argent, ça me permet d'être autonome, je suis partante. Il m'a dit, va à la maison, achète tes petites boîtes de raisin là. Et puis il faut t'atteler à avaler quelques boules de raisin. Si tu as bu avaler 5 boules de raisin sans avoir l'envie de rendre, appelle-moi et puis viens me voir. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à m'atteler à avaler les boules de raisin. Au début, la première fois que j'ai avalé 2 boules de raisin, j'ai rendu. Le lendemain, j'ai réessayé encore jusqu'à ce que j'ai pu avaler 5. Et je suis allée le voir, j'ai dit j'ai pu avaler. Donc devant lui, j'ai fait la démonstration de 3 à 5 boules. Il a dit ok, c'est bon. Et il a fait sortir un petit sac de son bureau et il m'a montré les boules de cocaïne. Cocaïne. En cocaïne.
m'a montré les boules de cocaïne. Il dit, tu connais ça? J'ai dit, non, je ne connais pas. Il dit, bon, dans le jargon, on appelle ça nonomougou. Il dit, c'est ce qu'on appelle nonomougou, la poudre blanche. C'est qu'on sniffe, et puis c'est qu'on fait fondre dans la cuillère pour injecter. Il dit, ah, je veux dire, mais ça, c'est rentable. Que les boules, là, c'est 250 grammes. Tu vas avaler au moins 5. Chaque boule a un prix. Tu vas avaler 5. Mais avant qu'on ne fasse le travail, je vais te faire un passeport. Je vais t'acheter un billet. Ton premier voyage, ce sera sur Athènes, en Grèce. Vous serez 4. Tu vas aller livrer ça à Athènes, à quelqu'un que je connais. Il va te remettre une somme et tu vas rentrer avec. Quand tu vas rentrer, je vais te remettre au moins 1 500 000 francs. Waouh. Wow. J'avais 16 ans. C'est-à-dire que 500 000. C'est-à-dire à 16 ans, il te propose comme ça d'avaler des boules de raisin. Parce que si tu peux avaler les boules de raisin, c'est-à-dire la quantité de cocaïne à cette taille aussi, tu pourras aussi avaler. Et quand tu as testé, ça marchait. Oui. Maintenant, il te dit tu vas déposer ces mêmes quantités de cocaïne à Athènes. À Athènes, en Grèce. Et là-bas, à ton retour en Grèce, voilà, à ton retour, tu auras une somme de 1 500 000 pour mon voyage. Par voyage. Voilà. Et quand tu as vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, l'engouement. Wow. Quelqu'un même pour toucher même 500 000, c'est problème. Le cannabis que je vendais là, c'est vrai, ça me procurait de l'argent, mais c'était pas aussi consistant. Tu sais, le fait d'être orpheline, le fait de souffrir là, le diable avait suscité en moi un esprit de rébellion puis de vengeance. Wow. Et puis ce qui était bizarre, c'est qu'à cette époque de ma vie là, mes frères m'avaient abandonné. J'étais presque seul. Même pour m'acheter mes livres, j'étais obligée de travailler les vacances pour pouvoir payer mes livres. Donc je m'arrangeais pour ne même pas qu'on me renvoie de l'école publique. Parce que si on m'a renvoyé, qui va acheter mes cours collège privé? Donc pour toi, tu utilisais la drogue pour pouvoir payer tes cours? Payer mes cours, subvenir à mes besoins, les fascicules, s'il y a des choses à payer à l'école, mes petits besoins, et puis le transport, parce que de chez moi à mon école, c'était un peu loin. Il fallait que j'assure le transport, tout ça. Donc c'est comme ça, il a fait mon passeport. Ce jour-là, on devait être 4. On était 4 filles. On arrivait ensemble dans sa maison. Un soir, aux environs de 19h, il nous a préparés, comme on dit, il nous a préparés à l'opération. On a avalé les boules. Quand on a fini d'avaler, il nous a donné des médicaments. Et il nous a dit, assurez-vous de ne pas avoir envie de déféquer. Assurez-vous de ne pas boire de l'eau. Assurez-vous. Parce que quand tu avales ça, pour la première fois, comme on dit, tu as les boules au ventre, là, franchement, la sensation est égale au 10. C'est-à-dire, quand tu avales les boules, là, tu les sens dans ton ventre. Wow. À un tel point que si tu n'es pas habitué, tu rentres. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien aimé, pour ceux qui ne connaissent pas la cocaïne, c'est une drogue en poudre de couleur blanche. Et on peut prendre une petite quantité, comme un pincé comme ça des doigts, et tu peux payer ça à 100 000, à 500 000, un pincé comme ça. Une pincée plutôt, une pincée comme ça, petite pincée. Tu peux prendre ça, tu peux payer ça à 500 000 ou à 300 000 ou à 1 million. Donc elle a avalé une boule comme ça et plusieurs, je pense combien? 5 boules. Mais laissez-moi vous dire, puisque c'est de la drogue, c'est aussi de l'acide. Donc dans son ventre à l'intérieur, ça bouge. Et si elle essaie d'avoir une contraction, immédiatement ça peut péter. Et si ça pète, qu'est-ce qui se passe? Overdose et puis je meurs. Overdose et elle meurt. Au moins le 10 000. Elle a risqué sa vie, rien que pour de l'argent. Toi qui me suis, toi aussi qui es dans ce domaine, écoute ce témoignage jusqu'à la fin. Certainement le Seigneur te dira quelque chose. Allons-y. Donc c'est comme ça, on a avalé la boule. On est parti à l'aéroport. Je transpirais, j'avais les vêtements tout mouillés de sueur. Parce que j'avais l'angoisse, j'avais la peur que peut-être à l'aéroport, parce qu'on m'a dit qu'à l'aéroport, il faut qu'on se fasse discret. Pour ne pas paniquer. Voilà, paniquer. Parce que quand tu commences à paniquer, tu transpires, tu as les mêmes moites. Tu sais qu'à la douane, il y a les policiers là sont experts dans ce genre de domaine-là. Effectivement. Chose bizarre, nous sommes passés au scanner, ils n'ont rien détecté jusqu'à l'avion. Wow. J'avais l'envie de déféquer, mais je me forçais. J'avais l'envie de rendre, mais je me forçais. J'avais soif, la gorge toute desséchée, mais je me forçais. Jusqu'à ce que nous arrivons à destination. Quand on arrive à destination, il y a une voiture qui est venue chercher. Nous envoyer, on peut dire dans un manoir. Wow. Donc nous sommes arrivés au manoir.
Ils nous ont permis de nous reposer, ça n'allait pas. Ils ont vu qu'on a commencé à se sentir mal. Ils nous ont fait une injection qui nous a fait vomir et déféquer à la fois. Donc quand tu vas aux toilettes, vomir, déféquer, il y a un garde qui te suit. Tu ne défais pas toutes les boules sur le champ, tu peux déféquer 2 ou même vomir 2. Te reposer après, faire sortir le reste. Donc quand vous faites sortir, ils ont des gants, ils prennent les produits là, ils les rincent parce que c'est emballé avec des plastiques. Ils prennent, ils les rincent et puis ils viennent et puis ça passe au pesé. On voit s'il n'y a pas de fuite sur la boule. Lorsque tout est intact, on compte la somme et on vous remet votre somme. Wow. Mais il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Lui, il est distrait. Lui, vous ne savez même pas qui vous a suivi. Il est avec vous pour s'assurer que la vente se soit bien passée, que votre retour aussi se passe bien. Au cas où il y a une intercation avec la police, lui, automatiquement, il appelle, on peut dire le daron, et puis le daron appelle son avocat s'il y a eu lieu d'arrestation. Wow. C'est bon de Dieu. Pour moi, c'est vraiment étonnant ce que vous racontez. Quand on regarde parfois l'enquête impossible, on constate aussi ce même fait. Des personnes qu'on arrive à arrêter grâce au scanner. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment ça s'est passé? Parce que normalement, on fouille même les chaussures, on fouille même à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu un moment où ils ont voulu vous interpeller? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez pu, la première fois, comment vous avez pu passer aussi facilement? Je rends gloire au Seigneur Jésus parce que là où, c'est-à-dire, je me rappelle une fois, un voyage sur Luxembourg, on était 7. Le scanner a détecté la drogue dans le ventre de 4 d'entre nous. À mon tour, en tout cas, je ne sais pas si c'est la gloire de Dieu, mais à mon tour, les gars voyaient flou. Pour ne pas perdre le temps sur moi, ils m'ont laissé passer. Jésus. Ils m'ont laissé passer. Alors que normalement, quand on t'attrape, ce n'est pas une peine de moins de 6 à 10 années. Wow. À mon niveau, les gars voyaient flou. Donc, pour ne pas perdre le temps sur moi, ils m'ont laissé passer. Gloire à Jésus. Les filles là ont dit au dernier que non, on est ensemble. Le deuxième m'a regardé et puis il a dit c'est pas possible que vous soyez avec elle, qu'elle est un peu trop distinguée pour vous. Waouh. Gloire à Jésus. Je suis partie, j'ai effectué mon voyage comme si de rien n'était, je suis rentrée. Gloire à Jésus. Et quand vous êtes rentrée, c'était quoi? C'était la fête? C'était la fête, j'étais heureuse. À 16 ans, je touche 1 500 000 francs en une semaine. Wow. Imagine-toi. D'accord. Commencer à vivre une vie de luxe, wow, selon mon goût et puis selon le monde. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût à l'argent. Et puis ça me permettait de voyager, donc j'étais heureuse. Et ça vous a donné encore plus l'envie de continuer? Sans même penser au risque. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez du deuxième voyage? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas le deuxième voyage, mais c'était plutôt le quatrième voyage. D'accord, allons-y pour le quatrième voyage. Le quatrième voyage. Et c'était dans quel pays précisément? Le quatrième voyage, j'étais partie à Strasbourg. Strasbourg, d'accord. Angleterre. On était allé à Strasbourg. Et non, après Strasbourg, nous sommes revenus et on devait aller maintenant faire un tout petit séjour à Marseille. Lorsqu'on était à Marseille, on a fini de... J'avais 12 boules dans le ventre. Combien de boules? 12. 12 Au fur et à mesure que le travail est bon, wow, on te confie des tâches un peu plus, wow, plus énormes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu peux avaler 5 boules, demain on te confie 6 à 7 à 8 boules. Parce que c'est de 1 500 000, tu as envie d'avoir plus que 1 500 000. Donc plus de boules tu avales? Voilà, plus la somme monte, plus les boules aussi augmentent. Wow. Mais à partir de 15, c'est dangereux. Ça devient dangereux. Les gars, eux-mêmes te disent que c'est dangereux. Est-ce que tu peux? Mais à partir de 15, lorsque tu meurs, je désengage. C'est-à-dire, les gars s'arrangent de donner l'avance de ton argent. Au cas où il y a un problème qui t'arrive, il y a au moins quelque chose pour faire tes funérailles. C'est ce qu'ils te disent ouvertement. D'accord. Si on te remet au moins 35 millions, on donne peut-être 17 millions. On dit, au cas où tu vas mourir, ça c'est ce qui est là. On sait pas, ils savent que c'est risqué. Wow. Wow. Donc, j'avais avalé 12. J'ai pu faire une sortie 11. Donc, il y avait une boule qui était restée, mais j'ai minimisé. Si j'ai avalé 12, que 1 reste. 1, c'est rien. Donc, ils m'ont donné l'avance sur mon salaire. Moi et mes copines, on est partis dans les magasins. Prada, Fendi, aller chercher les sacs à main, les chaussures. Donc, on sortait d'un café. Et puis, j'ai commencé à avoir le vertige. Donc, j'ai commencé à saigner du nez, des oreilles, de la bouche. C'était à Marseille, hein? Oui, à Marseille. J'ai commencé à saigner du nez, des oreilles, de la bouche. Mes yeux ont commencé à devenir tout rouges. Et j'ai commencé à baver. Wow. Et là, sur le trottoir, là, je suis tombée.
Je me réveille, je suis couchée dans une clinique, je suis allée d'hôpital, puis on m'a menotté au bord du lit. D'accord. Parce que la police a mené ses enquêtes et a vérifié que tu avais... Voilà. Je faisais une overdose. Donc, qu'est-ce qui m'a fait faire l'overdose? Ça suscitait une enquête. Donc, il fallait qu'on me menote parce que c'est une personne suspecte. Wow. En plus, je suis noire. Wow. C'est ça le problème. Dans un pays de blancs comme la France. Donc, je me suis réveillée, j'ai trouvé 2 agents de police devant la chambre. Et puis, j'ai vu un monsieur en veste qui est rentré. Le baron qui m'avait demandé de venir faire son travail, c'était son avocat. Comme je l'avais dit auparavant, quand vous partez, il y a toujours quelqu'un, on peut dire une sentinelle qui est là pour vous surveiller, pour voir le séjour, comment tout se déroule, la vente, et s'assurer que vous rentrez chacune ou même chacun bien chez vous. Donc, lorsqu'il a vu que j'ai vu overdose, il a vu automatiquement que la police allait intervenir. Donc, il a appelé en même temps l'avocat du daron. L'avocat est venu. Il m'a regardé. L'inspecteur est rentré, a commencé à me poser des questions. L'avocat m'a demandé de ne pas dire un seul mot. Et il s'est présenté en tant que mon avocat. J'ai commencé à parler avec lui. Et les deux sont sortis. Près d'une 15aine de minutes. Après, je vois mon avocat rentrer. Et il s'assoit près de moi. Et l'inspecteur qui me dit, dans 3 minutes, tu vois les 2 agents devant ta chambre là. Je vais aller au commissariat. Arrivé là-bas, je vais les appeler pour qu'on les échange, pour envoyer d'autres agents. Donc, pendant le transfert des 2 autres aux 2 qui vont venir là, il y a quelqu'un qui va venir te démenoter. Tu vas t'habiller rapidement et vous allez rentrer à Paris. Donc, si je comprends, l'inspecteur est chargé normalement de te conduire à la police, oui, t'emprisonner. Oui. Mais l'avocat est venu, il a échangé avec lui. Et après, l'inspecteur est revenu. Et c'est là qu'il t'a dit cela. Oui. Oui, dans le but. Parce que quand ils vont ramener ces 2 personnes, ces 2 agents, en leur disant qu'ils vont les remplacer, alors toi tu vas... Voilà, donc ça a été une corruption. Voilà, une corruption. Wow. Donc c'est comme ça, pendant qu'ils sont allés, il a fait signer monsieur qui est venu me démenoter. Et il a dit, vous avez 10 minutes pour quitter la clinique. Wow. Donc je me suis habillée rapidement, on est sorti. En sortant, l'avocat a appelé, tout est réglé. On m'a mis dans une voiture de Marseille jusqu'à Paris. Arrivé à Paris, j'ai pris le vol, je suis rentré, je suis à Abidjan. Gloire à Jésus. Donc là, vous avez échappé à la mort. Et c'était la première fois que vous échappez à une situation. Voilà, une première fois. Waouh, waouh, waouh. Et comment cela ne vous a pas donné la peur pour dire Même que... pas, au contraire, je me suis sentie orgueilleuse. Je me suis dit, bah, quand même, c'est moi et c'est Dominique. Voilà, j'ai échappé à tout ça. C'est moi, mais c'est pas moi. Vous allez carrément m'incarcérer comme ça pour rien. Non. Je suis une grande. Et bien aimé, laisse-moi te dire que l'amour de Jésus-Christ manifesté pour toi, toi aussi qui es dans cette vie, qui est dans le monde, nous te supplions parce que l'amour de Jésus-Christ est aussi limité. Alléluia. Quand Dieu t'aime, arrivé un moment, regarde, des personnes sont en enfer et des personnes qui sont en enfer, l'amour de Dieu a été limité pour eux. L'amour de Dieu se manifestait pour elles. Elle pensait qu'au fur et à mesure qu'elle réussit, elle sort, elle pensait que c'était de ses propres forces. Et elle le dit même à sa propre honte aujourd'hui parce qu'elle est là pour témoigner et démasquer les œuvres du diable. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et de ce qu'aujourd'hui le Seigneur a fait dans sa vie. Bien-aimée, ma soeur, c'est servant de Dieu. Nous allons encore parler. Après la 4e étape, qu'est-ce qui s'est passé encore après ça? Donc, après cela, j'ai décidé de ne plus aller, comme on dit dans les pays occidentaux, pour vendre. Parce que